Elle connut des moments bien difficiles au cours des premières semaines de sa nouvelle vie, mais même lorsqu'elle vécut celui qui resta parmi les pires de tous, descendre du car à 3 heures du matin et se retrouver dans une gare routière 3 fois plus grande que Portside, elle ne regretta pas sa décision. Elle n'en était pas moins terrifiée. Debout dans l'accès de la porte 62, étreignant son sac à deux mains et regardant avec de grands yeux les vagues successives de gens qui passaient devant elle, certains tiraient des valises, d'autres portaient, en équilibre sur l'épaule, des cartons maintenus par des ficelles, tandis que quelques-uns tenaient leur petite amie par le cou, ou quelques-unes leur petite amie par la taille. Un homme se précipita vers une femme qui venait tout juste de descendre du même car que Rosie, l'attrapa et la fit pirouetter si violemment qu'il la souleva de terre. La femme eut un gloussement de ravissement et de terreur confondue, et son cri se détacha avec l'éclat d'une détonation sur le brouhaha qui régnait dans le terminal. Sur sa droite, Rosie vit une batterie de jeux vidéo, et bien confus aux petites heures, des gosses, la plupart la casquette de baseball à l'envers et le crâne rasé à 80%, s'y appuyaient du ventre. Aucun n'était inoccupé. Essaye encore, cadet de l'espace, lança d'une voix métallique inhumaine l'appareil le plus proche. Essaye encore, cadet de l'espace, essaye encore. Elle passa lentement devant les jeux vidéo et se retrouva dans le hall du terminal, sûre et certaine d'une chose au moins. Elle n'avait aucune envie d'aller traîner dans la rue à cette heure-là. Elle sentait qu'elle aurait toutes les chances d'être violée et tuée et jetée dans la première poubelle venue si elle s'y risquait. Sur sa gauche, elle aperçut deux policiers en tenue qui descendaient par l'escalator vers le niveau où elle se trouvait. L'un d'eux faisait tournoyer son bâton phosphorescent selon des motifs compliqués. L'autre arborait un sourire dur et sans humour qui lui fit penser à l'homme qu'elle avait laissé à 900 kilomètres derrière elle. Ce sourire, sous des yeux qui ne cessaient de regarder en tous sens, était inhabité. Et s'ils ont pour consigne de faire le tour de la gare toutes les heures et de virer tous les gens qui n'ont pas de billets, qu'est-ce que tu feras? Elle verrait bien, le moment venu, voilà ce qu'elle ferait. Pour le moment, elle décida de s'éloigner de l'escalator pour s'approcher d'un recoin où des voyageurs étaient parqués dans des fauteuils durs en plastique moulé. De petits écrans d'une télé à péage étaient boulonnés au bras de chacun des sièges. Rosie, qui surveillait les flics du coin de l'œil, eut le soulagement de les voir s'éloigner d'elle lorsqu'ils quittèrent l'escalator. Dans 2 heures et demie, 3 tout au plus, il ferait jour. Il pourrait alors la ficher dehors. Jusque-là, il lui fallait rester sur place, là où il y avait une foule de gens et de la lumière. Elle s'assit dans l'un des fauteuils. À 2 places d'elle somnolait une fille habillée d'une veste en jean et tenant un sac à dos sur les genoux. Ses yeux roulaient sous des paupières mauves et un long filet de salive lui coulait de la lèvre inférieure. Elle avait une phrase tatouée sur le dos de la main droite en majuscules bleues déformées. J'aime mon chéri. Et où est-il passé, mon chéri se demanda Rosie. Elle eut un coup d'œil pour l'écran vide, puis se tourna vers le mur carrelé à sa droite. Là, une main avait griffonné au marqueur rouge les mots suivants. Sucer ma pine pourrie par le sida. Elle détourna vivement les yeux, comme si cette injonction pouvait lui brûler la rétine au cas où elle la contemplerait trop longtemps, et parcourut le terminal des yeux. Sur le mur opposé, une horloge géante éclairée affichait 3h16. Dans 2 heures et demie, je pourrais partir, pensa-t-elle, et son attente commença. Elle avait pris un cheeseburger et une citronnade lors d'un arrêt repos du car la veille vers 18 heures, mais rien depuis, et elle avait faim. Elle resta assise dans le coin télé jusqu'à ce que les aiguilles de la grosse horloge affichent 4 heures et décida d'aller manger quelque chose. Elle se rendit à la petite cafétéria, non loin des guichets, et fut obligée d'enjamber plusieurs dormeurs pour cela. Beaucoup étreignaient des sacs poubelles rebondis et réparés à coups d'adhésif, et le temps de se faire servir un café, un jus de fruits et un bol de céréales, elle comprit qu'elle avait nourri de vaines inquiétudes, que jamais les flics ne l'auraient virée. Ces dormeurs n'étaient pas des voyageurs, mais des SDF qui y campaient dans la gare routière. Rosie se sentit désolée pour eux, mais aussi réconfortée de façon perverse. Ça lui faisait du bien de savoir qu'il y aurait toujours un endroit où se réfugier pour elle, demain soir, si elle n'avait rien trouvé d'autre. Et s'il vient ici, dans cette ville, où crois-tu qu'il commencera à fouiner? Quel sera le premier endroit qu'il viendra inspecter, d'après toi? Non, c'était ridicule. Il ne la retrouverait pas, il n'avait aucun moyen de la retrouver. Mais cette idée ne lui fit pas moins couler un doigt glacé le long de la colonne vertébrale. Manger lui fit du bien. Elle se sentit ragaillardie, mieux réveillée. Lorsqu'elle eut terminé, faisant traîner son café en longueur jusqu'à ce que le serveur Chicano commence à lui jeter des coups d'œil impatients, elle repartit lentement vers le coin des télés. En chemin, elle aperçut un cercle bleu et blanc sur une sorte de kiosque à côté des bureaux de location de voitures. Les mots inscrits autour du cercle bleu étaient « Aide aux voyageurs ». Et Rosie se dit, non sans une pointe d'humour,
que s'il y avait jamais eu un voyageur ayant besoin d'aide dans l'histoire de l'humanité, c'était bien elle. Elle fit un premier pas en direction du cercle éclairé. Un homme était assis dans le kiosque. D'âge moyen, le cheveu rare, il portait des lunettes d'écaille et lisait un journal. Elle avança d'un deuxième pas, puis s'arrêta de nouveau. Elle n'allait tout de même pas se rendre là, non. Au nom du ciel, qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Qu'elle venait de quitter son mari? Qu'elle était partie sans rien, juste avec son sac à main, la carte bancaire de Norman et les vêtements qu'elle avait sur le dos? Ah, pourquoi pas? Demanda Miss Pratico-raisonnable, avec un manque total de sympathie dans le ton, qui fut comme une gifle pour Rosie. Puisque t'as eu le courage de le quitter, tu devrais pouvoir faire preuve du même courage, non? Elle l'ignorait, sachant en revanche qu'aller raconter l'événement central de sa vie à un parfait étranger sur le coup de 4 heures du matin serait extrêmement difficile. D'autant plus qu'il me dira probablement de me débrouiller. Son boulot doit être d'aider les gens qui ont perdu leur billet ou de faire des appels par haut-parleur pour les enfants égarés. N'empêche que ses jambes commencèrent à l'entraîner en direction du kiosque Aide aux voyageurs, et elle comprit qu'elle avait effectivement l'intention de s'adresser à l'étranger aux cheveux rares et aux lunettes en écaille, et qu'elle allait le faire pour la raison la plus simple au monde, elle n'avait pas d'autre solution. Dans les jours à venir, elle allait devoir simplement expliquer à des gens qu'elle avait quitté son mari, qu'elle avait vécu dans un brouillard d'hébétude, derrière des portes fermées pendant 14 ans, qu'elle n'était pas douée pour grand-chose dans la vie, qu'elle n'avait pas la moindre aptitude professionnelle, et qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle était forcée de dépendre de la bonté des étrangers. Mais rien de tout cela n'est réellement de ma faute, n'est-ce pas? S'interrogea-t-elle. Le calme dont elle faisait preuve la surprit, la stupéfia même. Elle posa la main, qui ne s'agrippait pas à la bandoulière de son sac, sur le comptoir du kiosque, et regarda, pleine d'espoir et d'angoisse, la tête penchée de l'homme aux lunettes d'écaille. Regarda son crâne brun tavelé, à travers les mèches peu fournies et soigneusement alignées. Elle attendit qu'il levât les yeux, mais il était absorbé par son journal, écrit dans une langue étrangère qui lui parut être du grec ou du russe. Il tourna la page avec soin et fronça les sourcils devant la photo de 2 joueurs de football se disputant un ballon. « Je vous demande pardon, fit-elle d'une petite voix. Pourvu qu'il y ait de la bonté dans ses yeux, pensa-t-elle soudain, même s'il ne peut rien faire, pourvu qu'il y ait de la gentillesse, et pourvu que ses yeux me voient, moi, tel que je suis réellement, perdu, ici, avec rien à quoi me raccrocher, sinon la bandoulière de mon sac à main Monoprix. Elle vit alors qu'il y avait de la bonté dans ses yeux, des yeux qui paraissaient nager sans force derrière les verres épais de ses lunettes, mais des yeux bons. « Je suis désolé, mais est-ce que je peux vous aider ?» dit l'homme. Le volontaire de l'aide aux voyageurs déclara s'appeler Peter Slovic, et il écouta l'histoire de Rosie dans un silence attentif. Elle lui révéla autant de choses qu'elle le put, étant déjà arrivée à la conclusion que l'on ne pouvait compter sur la bonté des étrangers, si, poussée par l'orgueil ou la honte, elle ne leur disait pas la vérité. La seule chose importante qu'elle ne lui confia pas, parce qu'elle n'arrivait pas à voir comment l'exprimer, fut à quel point elle se sentait désarmée et mal préparée à affronter le monde extérieur. Moins de 24 heures auparavant, elle ignorait encore à quel point elle ne connaissait le monde que par la télé ou le quotidien que son mari ramenait à la maison. « Si j'ai bien compris, vous êtes parti sur un coup de tête, dit M. Slovic. Mais pendant le voyage, n'avez-vous pas songé à ce que vous pourriez faire, à qui vous adresser une fois ici? N'avez-vous aucune idée? Eh bien, j'avais pensé commencer par chercher un hôtel pour femmes seules. En existe-t-il? Demanda-t-elle. Oui, répondit l'homme. J'en connais au moins 3, mais même si vous alliez dans le moins cher, vous vous retrouveriez sans le sou au bout d'une semaine. Ce sont des établissements pour des femmes ayant les moyens, pour la plupart. Des femmes venues passer une semaine en ville, par exemple, pour y faire des courses, ou rendre visite à des parents qui n'ont pas la place de les héberger. Ah, je vois, répondit-elle. Mais il n'y a pas de Young Women's Christian Association? Monsieur Slovic secoua la tête. Non, elle a fermé son dernier foyer en 1990. Elle croulait sous l'afflux des cinglés et des drogués. Elle éprouva une pointe de panique, puis s'obligea à penser aux gens qui dormaient à même le sol, et traînant dans leurs bras les sacs poubelles rafistolés, remplis de leurs maigres biens. Il reste toujours ça. Et vous n'avez pas d'idée? Demanda-t-elle. Il la regarda longuement, en se tapotant la lèvre inférieure du bout de son stylo à billes. C'était un petit homme au visage ordinaire et aux yeux larmoyants, qui néanmoins l'avait vu et lui avait parlé, qui ne s'était pas contenté de l'envoyer promener, et qui, évidemment, ne m'a pas dit de m'approcher afin qu'on puisse avoir tous les deux une petite discussion entre 4 yeux. Slovic donna l'impression d'avoir pris une décision. Il écarta un pan de sa veste, un truc en synthétique venu d'un décroché-moi ça qui avait connu des jours meilleurs, fouilla un instant dans la poche intérieure et en retira une carte de visite format affaires.
Sur le côté, où figurait son nom et l'emblème d'aide aux voyageurs, il écrivit une adresse avec soin en lettres d'imprimerie. Puis, au dos de la carte, il apposa sa signature. Une signature qui parut à Rosie démesurée au point d'en être comique. Elle lui rappelait une anecdote qu'avait rapportée son professeur d'histoire au lycée. On demandait à John Hancock pour quelle raison il avait signé la déclaration d'indépendance des États-Unis en lettres aussi grandes. Pour que le roi d'Angleterre puisse la lire sans ses lunettes, avait-il répondu. Pouvez-vous déchiffrer l'adresse voulut-il savoir en lui tendant la carte. Oh oui, bien sûr, répondit-elle. 251 Durham Avenue. C'est bien, fit l'homme. Mettez cette carte dans votre sac et ne la perdez pas. Quelqu'un voudra probablement y jeter un coup d'œil quand vous arriverez là-bas. C'est l'adresse d'un établissement qui s'appelle Filles et Sœurs. Un toit pour les femmes battues. C'est plutôt rare. Et en me fondant sur ce que vous m'avez raconté, je dirais que vous y avez droit. Et combien de temps pourrais-je y rester demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Je crois que cela dépend des cas, répondit-il. Voilà donc ce que je suis maintenant, un cas. Il parut lire dans ses pensées car il sourit. Les dents qu'il exhiba n'étaient pas particulièrement séduisantes, mais ce sourire était pétri d'honnêteté. Il lui tapota la main. Le contact fut bref, maladroit et un peu timide. Si votre mari vous battait comme vous me l'avez dit, madame McClendon, vous voilà à moitié sortie d'affaire, quel que soit l'endroit où vous atterrirez. Oui, c'est ce que je crois, répondit-elle. Et si rien ne marche, il restera toujours le sol de la gare, n'est-ce pas? La remarque parut le laisser un instant démonter. Oh, je ne pense pas que vous en arriviez là, dit-il. Oui, mais ce n'est pas totalement exclu, reprit-elle. Elle eut un mouvement de tête vers deux SDF qui dormaient côte à côte sur leur manteau au bout d'un banc. L'un d'eux avait une casquette orange tirée sur les yeux pour se protéger de la lumière. Slovic les regarda un moment, puis revint à elle. Non, vous n'en arriverez pas là, répéta-t-il, d'un ton qui faisait l'effet d'être plus assuré cette fois. Il y a une station de bus juste devant l'entrée principale. Vous tournez à gauche et vous la trouverez. Les bords des trottoirs sont peints de couleurs différentes en fonction de leur destination. La ligne orange est la vôtre. Autrement dit, vous attendrez au bord du trottoir orange. Vous m'avez suivi? Oui, répondit-elle. Le trajet coûte $1, reprit l'homme, et le conducteur exigera la somme exacte. Il risque de s'énerver si vous ne l'avez pas. Oh, j'ai toute la monnaie qu'il faut, dit-elle. Bien, reprit-il. Vous descendrez à l'angle de Dearborn et Elk Streets, et vous remonterez Elk sur 2 pâtés de maison, ou peut-être 3, je ne m'en souviens pas exactement. Bref, jusqu'à ce que vous tombiez sur Durham Avenue. Là, vous tournez à gauche, et c'est encore à 4 coins de rue, mais les rues sont rapprochées les unes des autres. C'est une grande maison en bois, toute blanche. Je vous dirais bien qu'un bon coup de peinture ne lui ferait pas de mal, mais ça a peut-être été fait depuis. Vous vous souviendrez de tout ça? Oui, dit-elle. Et encore un conseil, reprit-il. Restez dans la gare routière jusqu'à ce qu'il fasse jour. N'allez nulle part, même pas jusqu'à la station de bus, tant que le jour ne sera pas levé. Oh, je n'envisageais pas autre chose, dit-elle. Elle n'avait eu droit qu'à 2 ou 3 heures d'un sommeil entrecoupé de réveil dans le quart de la Continental Express, si bien que ce qui arriva à sa descente du bus orange n'eut rien d'étonnant, elle se perdit. Rosie conclut plus tard qu'elle avait dû s'engager dans la mauvaise direction sur Elk Street, mais c'était le résultat qui comptait, près de 3 heures à errer dans un quartier étranger, et non la cause. Elle parcourait pâté de maison après pâté de maison à la recherche de Durham Avenue et ne la trouvait pas, et elle avait mal aux pieds. Des élancements luicisaillaient le bas du dos, elle commença à avoir mal à la tête. Et les Peter Slovic étaient plus que rares dans le coin. Les gens qui ne l'ignoraient pas complètement la dévisageaient avec méfiance, l'air soupçonneux ou avec un total dédain. Peu de temps après être descendue du bus, elle passa devant un bar crasseux, d'aspect louche, le Whip-Nip, lisait-on, le Petit Verre. Les stores étaient baissés, les publicités de bière pas éclairées, et une grille tirée protégeait la porte. Lorsqu'elle se retrouva devant, une vingtaine de minutes plus tard, sans se rendre compte qu'elle repassait au même endroit jusqu'au moment où elle vit le bar, car pour elle toutes les maisons se ressemblaient, les stores étaient toujours baissés, mais les néons des publicités fonctionnaient et on avait relevé la grille. Un homme en salopette s'appuyait au chambranle de la porte, une chope de bière à demi vide à la main. Elle consulta sa montre, il n'était pas tout à fait 6h30 du matin. Elle baissa la tête de façon à ne voir l'homme que du coin de l'œil, étreignit un peu plus fort la bandoulière de son sac et accéléra légèrement le pas. Elle se dit qu'il devait savoir où se trouvait Durham Avenue, mais elle n'avait aucune envie de le lui demander.
Il avait la tête d'un type qui aime avoir des petites discussions avec les gens, avec les femmes en particulier. Hé, Poulette dit-il, quand elle passa à hauteur du whip-nip, d'une voix totalement dépourvue d'inflexion, presque celle d'un robot. Et alors qu'elle avait décidé de ne pas le regarder, elle ne put s'empêcher de lui jeter un unique coup d'œil, un coup d'œil terrifié par-dessus son épaule. L'homme avait le front dégarni. Sur sa peau maladive se détachaient des taches flétries comme des brûlures qui auraient mal guéri. Il arborait une moustache de morse à la David Grosby, dans laquelle de la mousse de bière était restée prise. Hé, Poulette, tu veux pas que je te la mette? T'as pas l'air trop moche, pas mal du tout même, chouette nichon. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux pas que je te la mette? Tu veux pas faire à dada? Tu veux pas faire la bête à deux dos? Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Elle se détourna et se contraignit à marcher du même pas, mais la tête inclinée, comme une musulmane qui se rend au marché. Elle se contraignit à faire comme si elle ne l'avait absolument pas remarqué, sans quoi il risquait de lui courir après. Hé, Poulette, si on se mettait à quatre pattes sur le plancher, qu'est-ce t'en dis? Allons-y, allons faire la bête à deux dos, que je te la mette et que je te la fourre. Elle tourna au coin de la rue et laissa échapper un long soupir qui chevrota comme une chose vivante au rythme effréné de ses battements de cœur terrifiés. Jusqu'à cet instant, son ancienne ville et le quartier où elle habitait ne lui avaient pas manqué une seconde, mais la peur que lui avait causé l'homme du whip-nip et le fait d'être désorienté, mais pourquoi fallait-il donc que toutes les maisons se ressemblent autant, se combinèrent en un sentiment proche du mal du pays? Jamais elle ne s'était sentie aussi horriblement seule, aussi convaincue que les choses allaient tourner à la catastrophe. Elle se dit qu'elle n'allait peut-être jamais échapper à ce cauchemar, que ce n'était peut-être que le prélude de ce qu'allait être sa vie dorénavant. Elle en vint même à se demander si Durham Avenue existait vraiment, et si M. Slovic, qui lui avait paru si gentil, n'était pas en réalité un sadique qui prenait plaisir à fourvoyer encore plus les gens déjà perdus. À 8h15, à en croire sa montre, longtemps après que le soleil s'était levé sur ce qui promettait d'être une journée anormalement chaude pour la saison, elle s'approcha d'une grosse femme en robe d'intérieur qui, au bout de son allée, chargeait des poubelles sur un petit chariot avec des gestes lents. Rosie enleva ses lunettes de soleil. « Je vous demande pardon. » La femme fit brusquement demi-tour. Elle avait la tête baissée et arborait l'expression agressive d'une personne qui avait souvent dû essuyer des moqueries sur son embonpoint. « Qu'est-ce que vous voulez » dit la femme. « Eh bien, je cherche le 251 Durham Avenue, répondit Rosie. C'est un endroit qui s'appelle Filles et Sœurs. On m'a donné des indications, mais je crois. Quoi? Fit la femme. La baraque aux mignognottes? Vous avez pas demandé à la bonne personne, ma fille. Je veux rien savoir de ces bouffeuses de gazon. Allez, barrez-vous, du balai. Sur ces mots, elle retourna à son chariot et commença à tirer son chargement brinque-ballant le long de l'allée, avec les mêmes mouvements lents et cérémonieux, retenant les poubelles d'une main grassouillette et blanche. Ses fesses oscillaient librement sous sa robe d'intérieur fanée. Lorsqu'elle atteignit le perron, elle se retourna vers la rue. « Vous avez pas entendu? Foutez-moi le camp d'ici, sans quoi j'appelle les flics. » Cette menace fut comme si on l'avait pincée à un endroit particulièrement sensible. Rosie remit ses lunettes de soleil et s'éloigna d'un pas vif. Les flics? Non merci. Elle ne voulait surtout pas avoir affaire aux flics, à aucun d'eux. Mais lorsqu'elle eut mis une distance raisonnable entre la grosse dame et elle se rendit compte qu'elle se sentait un peu mieux. Elle avait au moins appris que filles et sœurs existaient, même si dans le quartier c'était sous le sobriquet de la baraque aux mignognottes. Un pas dans la bonne direction. Deux coins de rue plus loin, elle tomba sur une petite boutique avec un râtelier à vélo devant et une pancarte annonçant Petit pain frais maison dans la vitrine. Elle entra, acheta un petit pain. Il était encore chaud et Rosie ne put s'empêcher de penser à sa mère et demanda au vieux monsieur qui l'avait servi s'il pouvait lui indiquer Durham Avenue. « Oh bah vous n'êtes pas à côté, lui répondit-il. « Ah bon, c'est loin ?» demanda-t-elle. « Oh, à environ 3 kilomètres. Venez voir. » Il posa une main osseuse sur son épaule, la conduisit jusqu'à la porte et lui montra un carrefour animé non loin de là. « Ça, c'est Dearborn Avenue. »« Oh mon Dieu, c'est là ?» fit-elle. Elle se demandait si elle devait rire ou pleurer. « Ah tiens, pardi, » répondit l'homme. « Le seul problème pour trouver un endroit à partir de cette fichue avenue, c'est qu'elle traverse presque toute la ville. Vous voyez ce cinéma fermé là-bas ?»« Oui, » répondit-elle. « Eh ben, c'est là que vous tournerez sur Dearborn. Et il vous restera 68 coins de rue à franchir. De quoi user vos semelles. Vous feriez mieux de prendre le bus. »« Sans doute, » répondit Rosie, sachant qu'elle n'en ferait rien. Elle n'avait plus de pièces, et si un chauffeur de bus lui faisait des histoires pour lui rendre la monnaie de $1, elle serait capable d'éclater en sanglots. Dans sa fatigue et sa confusion, l'idée que le brave homme qui lui donnait ses explications se ferait un plaisir de lui changer $1 en petites pièces ne lui vint même pas à l'esprit.
Et finalement, vous arriverez à... reprit l'homme. Ah, Elk Street, dit-elle. Il lui adressa un regard exaspéré. Bah, si vous savez où vous allez, pourquoi le demander? Oui, mais je ne savais pas comment y aller. Et bien que l'homme lui eût répondu sans méchanceté, elle se sentait sur le point de fondre en larmes. J'ignore tout d'ici, reprit-elle. Ça fait des heures que je tourne en rond, je suis fatiguée et... Oh, d'accord, d'accord, dit-il. Tout va bien. Ne vous mettez pas dans un tel état, vous allez y arriver sans problème. Descendez du bus à Elk Street. Durham est à 2 ou 3 coins de rue de là. C'est facile comme bonjour. Vous avez une adresse? Elle fit oui de la tête. Eh ben, reste plus qu'à y aller. Merci, monsieur, fit-elle. Il tira un mouchoir froissé, mais impeccablement propre de sa poche, et le lui tendit d'une main déformée. Débarbouillez-vous un peu, mon petit. Vous avez eu une fuite. Elle remonta Dearborn Avenue à pas lents, sans faire attention au ronflement des bus qui la doublaient, profitant tous les 2 ou 3 pâtés de maison des bancs des abribus pour se reposer. Son mal de tête, dû avant tout à l'état de tension dans lequel le fait de s'être perdu l'avait mise, avait disparu, mais son dos et ses pieds lui faisaient plus mal que jamais. Il lui fallut 1 heure pour atteindre Elk Street. Elle tourna à droite et demanda à la première personne qu'elle vit, une jeune femme enceinte, si elle était bien dans la direction de Durham Avenue. Dégage, rétorqua la femme enceinte, avec une expression si courroucée sur le visage que Rosie battit en retraite de 2 pas. Je suis désolée, dit-elle. Désolé, mon cul. Qui t'a dit de me parler? Voilà ce que je voudrais savoir. Allez, tire-toi de là. Et la femme enceinte bouscula Rosie au passage, avec tant de violence qu'elle faillit l'envoyer rouler dans le caniveau. Rosie la regarda s'éloigner dans un état de totale stupéfaction, puis fit demi-tour et poursuivit son chemin. D'un pas plus lent que jamais, elle remonta Elk Street, une rue de petites boutiques, nettoyage à sec, fleuriste et épicier avec des cajots de fruits sur le trottoir, papeterie. Son état de fatigue était tel qu'elle se demandait si elle allait pouvoir tenir debout encore longtemps, sans même parler de marcher. Elle éprouva un instant de soulagement lorsqu'elle arriva enfin sur Durham Avenue. Il ne fut que temporaire. Monsieur Slovic lui avait-il dit de tourner à gauche ou à droite? Elle n'arrivait plus à s'en souvenir. Elle tourna à droite et vit que les numéros étaient dans les 400 et allaient en augmentant. Autant pour moi, marmonna-t-elle, revenant sur ses pas. 10 minutes plus tard, elle se retrouva devant une imposante maison de bois. Elle aurait effectivement eu grand besoin d'un coup de pinceau. Blanche, haute de 2 étages, qui se dressait à l'autre bout d'une grande pelouse parfaitement entretenue. Les stores étaient baissés. Au moins une douzaine de chaises en osier étaient éparpillées sur le porche, mais aucune n'était occupée. Rien n'indiquait s'il s'agissait du siège de filles et sœurs, mais le numéro, sur l'une des colonnes du porche, était bien 251. Elle remonta lentement l'allée dallée jusqu'aux marches, son sac pendant à l'épaule. « On va t'envoyer promener, lui murmura une voix. On va t'envoyer promener et tu n'auras qu'à retourner à la gare routière. Faudra y arriver de bonne heure si tu veux t'approprier un bon coin. » Plusieurs couches d'adhésif isolant dissimulaient la sonnette et du métal bouchait le trou de serrure. À la gauche de la porte, il y avait un portier électronique à cartes, surmonté d'un interphone qui paraissait flambant neuf. Dessous, on pouvait lire « Visiteur, appuyez pour parler ». Rosie appuya. Au cours de sa longue errance matinale, elle avait répété plusieurs formules qu'elle aurait pu employer, plusieurs façons de se présenter, mais maintenant qu'elle était sur place, même la moins subtile et la plus simple de ses phrases lui était sortie de la tête. Son esprit était totalement vide. Elle se contenta d'attendre, après avoir relâché le bouton. Les secondes passèrent, pesantes comme du plomb. Elle s'apprêtait à appuyer de nouveau sur la sonnette lorsqu'une voix féminine sortit du haut-parleur. Elle avait des inflexions métalliques qui paraissaient dépourvues d'émotion. « Puis-je vous aider » fit la voix. Le morse à moustache du whip-nip avait eu beau l'effrayer, et la femme enceinte la laissée pantoise, aucun des deux ne l'avait fait pleurer. Au son de cette voix, cependant, ses larmes se mirent à couler, et elle ne put absolument rien faire pour les arrêter. « Je voudrais bien que quelqu'un puisse m'aider, » répondit Rosie, s'essuyant la joue de sa main libre. « Je suis désolée, mais je me trouve toute seule dans cette ville, et j'ai besoin d'un endroit où rester. Si c'est complet chez vous, je comprendrai, mais est-ce que je peux au moins entrer m'asseoir un moment et avoir un verre d'eau ?» Il y eut encore quelques instants de silence. Elle tendait déjà le doigt vers la sonnette lorsque la voix métallique lui demanda qui l'envoyait. « C'est le monsieur dans le kiosque de l'aide aux voyageurs à la gare routière, monsieur David Slovic. » Elle réfléchit et secoua la tête. « Non, c'est pas ça, pas David, c'est Peter, oui, Peter Slovic. »« Il ne vous a pas donné une carte ?» demanda la voix. « Si, répondit-elle. »« Veuillez la sortir, s'il vous plaît, fit la voix.
Elle ouvrit son sac et fouilla dedans pendant ce qui lui parut être des heures. Au moment où une nouvelle montée de larmes lui picotait les yeux et lui faisait voir double, elle tomba sur la carte, cachée par un paquet de Kleenex. Ça y est, je l'ai. Vous voulez que je la fasse passer dans la boîte aux lettres? Non, répondit la voix. Il y a une caméra juste au-dessus de vous. Elle releva la tête, surprise. Elle découvrit effectivement une caméra au-dessus de la porte qui tournait vers elle son unique œil noir et rond. Tendez-la à la caméra, s'il vous plaît, à l'envers. Elle obéit, se souvenant alors de la manière dont Slovic avait signé, en lettres aussi grandes que possible. Elle comprenait maintenant pourquoi. Très bien, reprit la voix. Je vais vous faire entrer. Merci, dit Rosie. Elle prit un Kleenex pour sécher ses larmes, bien inutilement, car elles coulaient plus abondamment que jamais, et on aurait dit qu'elle était incapable de les arrêter. Ce soir-là, alors que Norman Daniels contemplait le plafond depuis le canapé de son séjour, réfléchissant déjà à la manière dont il pourrait se mettre au boulot pour retrouver cette salope, j'ai besoin d'un petit coup de chance, c'est tout, se disait-il, d'un tout petit coup de chance. Son épouse se préparait à rencontrer Anna Stevenson. Rosie, à ce moment-là, ressentait un calme étrange mais bienvenu. Un calme comme on peut en éprouver en refaisant un rêve familier. Elle croyait d'ailleurs à moitié qu'elle rêvait. On lui avait offert un petit déjeuner tardif, ou un déjeuner anticipé, puis on l'avait conduite dans l'une des chambres du rez-de-chaussée, où elle avait dormi 6 heures. Ensuite, avant d'être introduite dans le bureau d'Anna, on lui avait servi un autre repas, poulet grillé, purée de pommes de terre, petits pois. Elle l'avait dévoré avec culpabilité et voracité, incapable de repousser l'idée qu'elle se bourrait en rêve d'aliments sans calories. Elle finit sur un gobelet de gel eau où des morceaux de fruits étaient pris dans de la gelée comme des insectes dans de l'ambre. Elle sentait le regard des autres femmes attablées avec elle, mais leur curiosité paraissait amicale. Rosie n'arrivait pas à suivre leur conversation. L'une d'elles parla du groupe des Indigo Girls, et comme Rosie les avait vues une fois à la télé pendant qu'elle attendait le retour de Norman, un soir, elle comprit tout de même quelque chose. Pendant qu'elles en étaient au dessert à la gelée, une des femmes mit un disque de Little Richard et 2 autres commencèrent à danser le Jitterbug, se déhanchant et tournoyant sur place. Il y eut des rires et des applaudissements. Rosie regarda les danseuses, hébétée, sans ressentir le moindre intérêt, et se demanda si c'étaient des lesbiennes. Plus tard, au moment de débarrasser, elle voulut donner un coup de main, mais on refusa de la laisser faire quoi que ce fût. « Suis-moi, lui dit l'une des femmes. Rosie avait cru comprendre qu'elle s'appelait Consuelo. Elle était défigurée par une grande cicatrice qui courait de son œil gauche au bas de la joue. « Anna voudrait te rencontrer. »« Anna » demanda Rosie. « Anna Stevenson, répondit Consuelo, précédant Rosie dans le petit vestibule sur lequel donnait la cuisine. « C'est la patronne. »« Et comment est-elle » demanda Rosie. « Oh, tu verras. » Consuelo ouvrit la porte d'une pièce qui avait dû être autrefois l'arrière-cuisine, mais n'y entra pas. Jamais Rosie n'avait vu un bureau aussi encombré que celui qui trônait au milieu de la pièce. La femme qui se trouvait assise derrière, bien qu'un peu forte, était incontestablement belle. Ses cheveux blancs, s'ils étaient courts, avaient une coupe raffinée. Elle rappela un peu à Rosie Béatrice Arthur, la comédienne qui joue Maude dans le vieux feuilleton télé. Sa tenue sévère, robe noire sans manches, blouse blanche, ne faisait qu'accentuer cette ressemblance, et Rosie s'approcha du bureau, intimidée. Maintenant qu'on lui avait permis de dormir et donner à manger, elle était presque convaincue qu'on allait la renvoyer dans la rue. Elle se dit qu'il ne faudrait pas protester, ni supplier si cela arrivait. Ces femmes étaient chez elle, après tout, et elle était déjà endettée de 2 repas. Elle n'aurait pas non plus besoin de s'approprier un coin du sol à la gare routière, en tout cas pas tout de suite. Elle avait encore assez d'argent pour passer quelques nuits dans un hôtel bon marché. Sa situation aurait pu être pire, bien pire. Elle ne l'ignorait pas, mais l'attitude réservée et le regard des yeux bleus aigus d'Anna Stevenson, des yeux qui avaient dû voir des centaines d'autres Rosie passer dans ce bureau, ne l'en intimidaient pas moins. « Asseyez-vous » l'invita Anna. Et lorsque Rosie fut installée dans l'unique autre siège de la pièce, elle dut le débarrasser d'une pile de documents qu'il lui fallut poser au sol. Toutes les étagères débordaient. Anna se présenta et demanda à Rosie comment elle s'appelait. « Je crois que je devrais dire Rose Daniels, mais j'ai repris mon nom de jeune fille, Mac Clendon. Je suppose que ce n'est pas très légal, mais je refuse de porter plus longtemps le nom de mon mari. Il m'a battue, et c'est pour ça que je l'ai quitté. » Elle se rendit compte qu'en présentant les choses ainsi, elle donnait l'impression d'avoir agi dès la première fois où il l'avait frappée, et de la main elle effleura son nez à l'endroit encore sensible. « On est resté mariés longtemps avant que j'aie le courage de partir. »« C'est vague, longtemps, dit Anna. Combien de temps ?»« 14 ans, répondit Rosie.
Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus soutenir le regard direct de ses yeux bleus. Elle baissa les siens sur ses mains, qu'elle étreignait si fortement sur ses genoux qu'elle en avait les articulations toutes blanches. Elle va maintenant vouloir savoir pourquoi il m'a fallu autant de temps pour me réveiller. Elle ne va peut-être pas me demander s'il n'y avait pas quelque chose en moi qui aimait être battu, mais elle va le penser. Anna Stevenson, cependant, lui posa une toute autre question. « Depuis combien de temps l'avez-vous quitté ?» Elle constata qu'elle avait besoin de réfléchir avant de pouvoir répondre, et pas seulement parce qu'elle avait changé de fuseau horaire. Les heures passées dans le bus, combinées avec celles où elle avait dormi au milieu de la journée, lui avaient fait perdre la notion du temps. « Il y a environ 36 heures, dit-elle, après avoir fait un peu de calcul mental. À quelque chose près. »« fit Anna. Rosie continuait de s'attendre à ce qu'Anna lui tendît un formulaire à remplir ou le complétât elle-même, mais la patronne se contentait de la regarder par-dessus la topographie mouvementée de son bureau. C'était énervant. « Racontez-moi ça, racontez-moi tout, dit Anna. Rose prit une profonde inspiration et parla alors de la goutte de sang sur le drap. Elle ne voulait pas donner à Anna l'idée qu'elle avait pu être paresseuse ou folle, au point d'avoir quitté son mari après 14 ans de mariage parce qu'elle n'avait pas eu envie de changer les draps, mais elle avait bien peur de lui avoir donné exactement cette impression. Elle était incapable d'expliquer les sentiments complexes qu'avait éveillés en elle cette tâche, incapable aussi d'admettre la colère qu'elle avait ressentie, colère qui lui avait fait l'effet d'être à la fois récente et une vieille amie, mais elle avoua néanmoins qu'elle s'était balancée tellement fort qu'elle avait bien cru qu'elle allait casser la chaise à poux. « Oui, c'est comme ça que j'appelle mon rocking chair, ajouta-t-elle, rougissant tellement fort qu'elle avait l'impression que ses joues allaient se mettre à fumer. Je sais que c'est idiot, mais... D'un geste de la main, Anna l'interrompit. Qu'avez-vous fait après avoir pris la décision de partir? Racontez-moi ça. Rosie lui parla alors de la carte bancaire et de l'intuition que, elle en était sûre, Norman allait savoir ce qu'elle faisait et donc l'appeler ou venir à la maison. Elle ne put se résoudre à révéler à cette femme, à la beauté sévère, qu'elle s'était sentie tellement terrorisée qu'il lui avait fallu aller faire pipi dans l'arrière-cour d'une maison inoccupée. Elle parla en revanche de l'emploi qu'elle avait fait de la carte bancaire, donna le montant de ce qu'elle avait retiré et expliqua qu'elle avait choisi de venir dans cette ville parce qu'elle lui avait paru suffisamment loin et que le car allait partir peu de temps après. Les mots sortaient de sa bouche en rafales entrecoupées de périodes de silence, pendant lesquelles elle essayait de penser à ce qu'elle allait dire ensuite, et contemplait ce qu'elle avait fait avec une stupéfaction proche de l'incrédulité. Elle finit son récit en racontant comment elle s'était perdue ce matin et en lui montrant la carte de Peter Slovic. Anna la lui rendit après y avoir jeté un bref coup d'œil. « Vous le connaissez bien » demanda Rosie. « Je veux dire, monsieur Slovic. » Anna eut un sourire qui, crut déceler Rosie, avait une pointe d'amertume. « Oui, répondit Anna, c'est l'un de nos amis, l'un de nos bons amis. »« Bref, j'ai fini par arriver ici, » acheva Rosie. « Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais j'aurais fait au moins ça. » L'esquisse d'un nouveau sourire effleura les lèvres d'Anna Stevenson. « Oui, en effet, et c'est déjà quelque chose, » dit-elle. Rassemblant tout ce qui lui restait de courage, les dernières 36 heures avaient fortement entamé ses réserves, Rosie demanda si elle pouvait passer la nuit à filles et sœurs. « Oh, beaucoup plus longtemps que cela, si c'est nécessaire. Techniquement, cette maison est un refuge, une sorte de foyer géré par des fonds privés. Vous pouvez y rester jusqu'à 8 semaines, et même ce chiffre n'est pas absolu. Nous avons beaucoup de souplesse ici, à filles et sœurs. » Elle eut une petite expression de satisfaction, probablement inconsciente en disant cela, ce qui rappela à Rosie une citation qu'elle avait apprise il y a au moins 1000 ans dans un cours de français. « L'État, c'est moi. » Puis cette pensée fut balayée par l'émerveillement lorsqu'elle prit pleinement conscience de ce que venait de lui dire Anna Stevenson. « 8 ?» Elle repensa au jeune homme à la mauvaise mine à l'entrée de la gare routière de Portside, celui qui tenait un carton entre les genoux proclamant qu'il était sans toit et avait le sida. Soudain, elle comprit ce qu'il ressentirait si un étranger passait et, pour une raison ou une autre, laissait tomber un billet de $100 dans sa boîte à cigares. « Excusez-moi, mais vous avez bien dit 8 semaines ?»« Faites attention à ce que je vous dis, ma jeune dame, » allait lui répondre vertement Anna Stevenson. « J'ai dit 8 jours. Croyez-vous qu'on pourrait garder des filles dans votre genre pendant 8 semaines? Soyez un peu raisonnable, voyons. » Au lieu de cela, Anna Stevenson acquiesça. Très rares sont les femmes qui, en fin de compte, ont besoin de rester aussi longtemps. C'est une question de fierté. Et un jour, vous nous paierez vos frais de pension, même si nous aimons à penser que nos tarifs sont très raisonnables. Elle eut à nouveau brièvement son petit sourire satisfait. Il faut que vous sachiez que nos installations n'ont rien de luxueux. Une bonne partie du premier a été transformée en dortoir. Il compte 30 lits,
Des lits de camp, à vrai dire. Et il se trouve que l'un d'eux est vacant, raison pour laquelle nous pouvons vous admettre. La chambre dans laquelle vous avez dormi aujourd'hui est celle de l'une de nos conseillères maison. Nous en avons 3. Mais ne faut-il pas que vous demandiez à quelqu'un, murmura Rosie, que vous présentiez mon nom à une sorte de comité? Le comité, c'est moi, répliqua la femme. Rosie pensa plus tard que cela devait faire des années, probablement, qu'Anna Stevenson ne remarquait plus la légère pointe d'arrogance qu'il y avait dans sa voix. Filles et sœurs est une institution fondée par mes parents, qui étaient des gens riches. Nous bénéficions d'un fonds de placement qui n'est pas négligeable. C'est moi qui choisis les personnes que nous invitons à rester et celles dont nous ne voulons pas. Même si je tiens compte de la réaction des autres aux candidates éventuelles. J'en tiens même énormément compte. Leurs réactions à votre égard ont été favorables. Alors, c'est bien, demanda Rosie d'une petite voix. Oui, tout à fait, dit Anna. La femme fouilla parmi les documents empilés sur son bureau, en déplaça plusieurs et finit par trouver ce qu'elle cherchait derrière l'ordinateur à sa gauche. Elle dégagea une feuille de papier à en-tête de filles et sœurs et la tendit à Rosie. Voilà, lisez ceci et signez. En gros, ça dit que vous vous engagez à payer 16 $ en pension complète et que vous pouvez bénéficier de reports de paiement si nécessaire. Ce n'est même pas vraiment légal, tout au plus une promesse. Nous apprécierions que vous puissiez en payer la moitié, au moins pendant un moment. Oh, cela m'est possible, répondit Rosie. J'ai encore un peu d'argent. Je ne sais comment vous remercier pour ce que vous faites, madame Stevenson. Mes associés me donnent du madame, mais vous pouvez m'appeler Anna, répondit-elle, en regardant Rosie signer le formulaire. Et ne vous croyez pas obligé de me remercier, pas plus que Peter Slovic. C'est la Providence qui vous a guidé jusqu'ici. La Providence avec une majuscule, comme dans un roman de Dickens. Moi, je le crois sincèrement. J'ai trop vu de femmes débarquer dans cette maison en morceaux et repartir de nouveau entières pour ne pas le croire. Peter est l'une des 2 douzaines de personnes en ville qui nous envoient des femmes, mais la force qui vous a conduite à lui, Rose, ça, c'est la Providence. Oui, avec une majuscule, ajouta Rosie. Exactement, dit Anna. Elle jeta un coup d'œil sur la signature de Rosie, puis plaça le document sur une étagère où Rosie en eut la certitude il ne faudrait pas 24 heures pour qu'il ait disparu dans la pagaille générale. Bon, reprit Anna, comme quelqu'un qui vient d'en terminer avec d'ennuyeuses formalités et qui s'attaque à ce qui l'intéresse vraiment. Que savez-vous faire? Faire? Répéta Rosie, se sentant mal de nouveau. Elle avait compris ce qui arrivait. Oui, faire. Que savez-vous faire? Connaissez-vous la sténo, par exemple? Rose déglutit. Elle avait bien suivi des cours de sténo, 1 et 2, à Aubréville, et avait eu d'excellentes notes. Aujourd'hui, cependant, elle aurait bien été incapable de prendre 3 mots sous la dictée. Non, je l'avais apprise, mais il y a longtemps, et j'ai oublié. Et aucune autre connaissance en secrétariat? Demanda Anna. Rosie secoua la tête. Des picotements tièdes assaillaient ses yeux. De nouveau, les articulations de ses mains blanchissaient tant elle les serrait. Vous ne savez pas taper à la machine? Non. Des connaissances en calcul, en comptabilité ou en tenue de livre? Non. Anna Stevenson finit par tomber sur un crayon au milieu d'un fouillis de papier, procéda à son extraction et se tapota les dents, qu'elle avait très blanches, du bout qui portait la gomme. Sauriez-vous faire le service dans un restaurant? Elle désirait désespérément répondre oui, mais elle pensa au grand plateau en équilibre que devaient porter les serveuses toute la journée, puis à son dos et à ses reins. Non, murmura-t-elle. Elle perdait la bataille contre les larmes. La petite pièce et la dame de l'autre côté du bureau commencèrent à se brouiller et à se ramollir. Pas encore, en tout cas, reprit-elle. Dans un mois ou 2, peut-être. Mon dos, en ce moment, mon dos n'est pas bien solide. Oh, cela sonnait comme un mensonge. Le genre de choses qui, lorsqu'il les entendait dire par quelqu'un à la télé, faisait rire Norman avec cynisme. Il parlait alors des Cadillacs payés sur le dos de la sécurité sociale et des millionnaires en coupons alimentaires. Anna Stevenson, toutefois, ne paraissait pas particulièrement émue. Quelles aptitudes avez-vous, Rose? Aucune? Oh si, protesta-t-elle, stupéfaite de la note de colère qu'elle sentait dans sa voix, mais incapable de l'en chasser. Oh si, j'en ai. Je sais faire le ménage, la vaisselle, les lits, passer l'aspirateur, faire la cuisine pour 2 personnes et faire l'amour avec mon mari 1 fois par semaine. Et je prends bien les coups de poing aussi. Ça, c'est encore une aptitude que j'ai. Il n'y aurait pas une salle de gym dans le coin qui aurait besoin d'un punching ball par hasard? C'est alors qu'elle éclata en sanglots. Elle pleura, les mains devant les yeux, comme elle l'avait si souvent fait pendant les années où elle était restée mariée,
Elle pleura, attendant qu'Anna Stevenson lui dise de sortir, lui dise qu'elle préférait donner le lit de camp du premier à une femme qui n'était pas une petite maligne. Un objet la heurta légèrement à la main gauche. Elle l'abaissa et vit une boîte de Kleenex que lui tendait Anna Stevenson. Et chose incroyable, Anna Stevenson souriait. À mon avis, dit-elle, vous n'aurez plus jamais besoin d'être le punching ball de qui que ce soit. Vous allez vous en sortir, j'en suis convaincu. Les choses finissent presque toujours par s'arranger. Séchez donc vos larmes. Et tandis que Rosie s'essuyait les yeux, Anna lui expliqua qu'il existait un hôtel, le Winterstone, avec lequel l'association Filles et Sœurs entretenait des relations depuis longtemps. Le père d'Anna siégeait autrefois au conseil d'administration du Winterstone, et bien des femmes y avaient renoué avec la satisfaction de travailler pour un salaire. Elle dit aussi à Rosie qu'elle aurait une tâche à la mesure de ce que pourrait supporter son dos, et que si jamais son état général n'avait pas commencé à s'améliorer d'ici 3 semaines, elle cesserait son activité et irait passer des examens à l'hôpital. De plus, vous ferez équipe avec une femme qui connaît toutes les ficelles du métier, reprit Anna. C'est elle qui vous formera et qui sera responsable de vous. Si vous volez quelque chose, c'est elle qui aura des problèmes, pas vous. Mais vous n'êtes pas une voleuse, n'est-ce pas? Rosie secoua la tête. La seule chose que j'ai jamais volée, c'est la carte bancaire de mon mari. Je ne m'en suis servi qu'une fois, pour me donner les moyens de m'enfuir. Vous travaillerez donc au Winterstone jusqu'au jour où vous trouverez quelque chose qui vous conviendra mieux, comme cela finira certainement par arriver. La Providence, n'oubliez pas. Oh oui, avec une majuscule, compléta Rosie. Oui, acquiesça Anna. Et tant que vous resterez au Winterstone, nous vous demandons de faire du mieux que vous pourrez, ne serait-ce que pour assurer un travail à toutes les femmes qui viendront après vous. Vous me suivez? Rosie acquiesça. Oui, pour que les autres aient les mêmes chances. Exactement, pour qu'elles aient les mêmes, reprit Anna. Et sachez que je suis heureuse de vous avoir parmi nous, Rose McClendon. Anna se leva et lui tendit les 2 mains, avec un geste qui trahissait une bonne dose de cette arrogance que Rosie avait déjà pressentie. Elle hésita, se leva à son tour et prit les mains qui lui étaient tendues. Leurs doigts se rejoignirent au-dessus du bureau encombré. J'ai encore 3 choses importantes à vous dire, reprit Anna, et j'aimerais que vous vous sentiez l'esprit bien clair pour que vous puissiez m'écouter avec attention. Est-ce possible? Oui, dit Rosie. Elle se sentait fascinée par le regard limpide de ses yeux bleus. Tout d'abord, dit Anna, avoir utilisé cette carte bancaire ne fait pas de vous une voleuse. En second lieu, il n'y a rien d'illégal à reprendre votre nom de jeune fille. Il est à vous pour toute votre vie. Et en troisième lieu, vous pouvez être libre si vous décidez de l'être. Elle se tut et scruta Rosie de ses yeux remarquables par-dessus leurs mains qui s'étreignaient. Comprenez-vous? Vous pouvez être libre si vous le décidez. Débarrassé de ses pattes, débarrassé de ses idées, débarrassé de lui. Est-ce que c'est ce que vous désirez, être libre? Oh oui, répondit Rosie d'une petite voix chevrotante. C'est ce que je désire le plus au monde. Anna Stevenson se pencha et, par-dessus le bureau, embrassa délicatement Rosie sur la joue, serrant un peu plus fort ses mains en même temps. Alors vous êtes venu au bon endroit. Bienvenue chez nous, mon enfant. Début mai, le vrai printemps, l'époque où, en principe, les rêves des jeunes hommes papillonnent autour de l'amour, une merveilleuse saison, grosse, sans aucun doute, de 1000 émotions. Mais Norman Daniels avait d'autres soucis en tête. Il avait désiré un coup de main du hasard, même modeste, et il venait d'être exaucé. Cela avait pris longtemps, trop longtemps, près de 3 semaines, bon Dieu, mais le hasard avait fini par jouer. Il était assis sur le banc d'un parc, à plus de 900 kilomètres du lieu où sa femme, en ce moment, changeait les draps d'un lit. Un homme athlétique, en polo rouge et en pantalon de gabardine gris. Il tenait à la main une balle de tennis d'un vert fluorescent, et les muscles de son avant-bras se contractaient rythmiquement tandis qu'il la comprimait. Un homme traversa la rue, parcourut le parc des yeux depuis le trottoir, repéra Norman sur son banc et se dirigea vers lui. Il se pencha pour éviter un frisbee et s'arrêta brusquement à la vue d'un berger allemand lancé à la poursuite de l'objet. Cet individu était plus jeune et plus mince que l'homme assis sur le banc. Il avait un visage agréable, mais qui n'inspirait pas confiance, et une minuscule moustache à la Errol Flynn. Une fois à la hauteur de l'homme à la balle de tennis, il s'arrêta de nouveau et le regarda, incertain. « Je peux vous aider, mon vieux » demanda Norman. « Est-ce que vous êtes Daniels » demanda le jeune homme. Norman acquiesça. L'homme à la moustache Errol Flynnienne eut un geste en direction du nouveau gratte-ciel tout en verre et acier de l'autre côté de la rue. « Les types là-dedans m'ont dit de venir vous voir. Ils m'ont dit que vous pourriez peut-être m'aider à résoudre mon problème. »
Le lieutenant Morelli demanda l'homme à la balle de tennis. Ouais, c'est ça, Morelli. Et c'est quoi votre problème? Bah, vous savez bien, répondit l'homme à la petite moustache. Je vais vous dire un truc, mon vieux. Peut-être que oui, peut-être que non. D'une manière comme d'une autre, je suis celui que vous cherchez, et vous n'êtes qu'une espèce de morveux suceur de pine, un demi-sel avec un passé plutôt mouvementé. À mon avis, vous feriez mieux de me répondre quand je vous pose une question, vous ne croyez pas? Et la question à laquelle je veux que vous répondiez maintenant est quel est donc votre problème? Parlez à voix haute. Eh bien, je suis inculpé pour trafic de drogue, répondit l'homme à la moustache à la Errol Flynn. Il eut un regard mauvais pour Daniels. J'ai vendu 2 grammes à un gars des stupes. Oula, fit Norman. C'est un délit très grave, enfin, qui peut être très grave. Mais les choses n'ont fait qu'aller de mal en pis, n'est-ce pas? Ils ont trouvé quelque chose qui m'appartenait dans votre portefeuille, c'est bien ça? Oui, répondit le jeune homme. Votre putain de carte bancaire. C'est bien ma veine. Pour une fois que je trouve une carte bancaire dans une poubelle, faut qu'elle soit un putain de flic. Asseyez-vous, lui dit Daniels avec cordialité. Mais comme l'autre s'apprêtait à s'installer sur le côté droit du banc, le flic secoua la tête impatienté. De l'autre côté, tête de nœud, de l'autre côté. Le moustachu obéit et vint s'asseoir avec des mouvements précautionneux à la droite de Daniels. Il regarda la main qui comprimait la balle de tennis sur un rythme rapide et régulier de pompe. De grosses veines bleues se tordaient sous la peau blanche du bras du flic comme des serpents d'eau. Le frisbee glissa en l'air devant eux. Les 2 hommes regardaient le berger allemand lui courir après, galopant comme un cheval avec ses longues pattes. Chien superbe, observa Daniels. Les bergers allemands sont des chiens superbes. Je les ai toujours aimés. Pas vous? Oh oui, bien sûr, ils sont sensationnels, répondit Errol Flynn, ce qui ne l'empêchait pas de trouver ce clébard laid comme un trou du cul, avec son air prêt à vous retailler les bijoux de famille à coups de dents à la première occasion. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, reprit le flic à la balle de tennis. En fait, je crois même qu'il va s'agir pour vous de la plus importante conversation de votre jeune vie, mon ami. Êtes-vous prêt? L'homme à la petite moustache déglutit, comme s'il avait eu quelque chose de gros à faire passer dans son gosier, et regretta, au moins pour la 800e fois, de ne pas s'être débarrassé de cette maudite carte de crédit. Mais qu'est-ce qui lui avait pris? Qu'avait-il besoin de se comporter comme le dernier des idiots? Sauf qu'il savait bien pourquoi il s'était comporté comme le dernier des idiots, parce qu'il s'était dit et répété qu'il trouverait bien un moyen de l'utiliser, parce qu'il était d'un naturel optimiste, on était en Amérique, non? Le pays de la réussite. Et aussi parce que, et là on était beaucoup plus près de la vérité, il avait plus ou moins oublié qu'elle était dans son portefeuille, au milieu de tout un paquet de ses cartes de visite d'affaires qu'il ramassait partout où il en trouvait. C'était ça, l'effet de la coque. On n'arrêtait pas de courir sans pouvoir se rappeler pour quelle foutue raison on courait. Le flic le regardait avec sur le visage un sourire qui ne lui montait pas jusqu'aux yeux, des yeux qui donnaient l'impression d'être affamés. Tout d'un coup, Errol Flynn eut l'impression d'être l'un des 3 petits cochons assis sur le banc à côté du grand méchant loup. Écoutez, mon vieux, je ne m'en suis jamais servi. Il faut bien voir ça tout de même. Ils vous l'ont dit, non? Pas une seule putain de fois. Évidemment que vous ne vous en êtes pas servi, répondit le flic avec un petit rire. Vous n'aviez pas le code. Il s'inspire de mon numéro de téléphone, et mon téléphone est sur liste rouge, comme pour la plupart des flics. Mais je parie que vous saviez déjà tout ça, hein? Vous avez vérifié. Non, protesta l'homme à la moustache. Non, je n'ai rien vérifié. C'était pourtant la première chose qu'il avait faite. Il avait consulté l'annuaire après plusieurs tentatives infructueuses à partir de l'adresse qui figurait sur la carte et le numéro de code postal, mais sans succès. Il avait enfoncé les touches de tous les guichets automatiques Merchants Bank de la ville. Il les avait enfoncés jusqu'à en avoir mal aux doigts, et il s'était senti comme le dernier des tarés jouant sur la machine à sous la plus nulle de la planète. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va consulter les relevés des guichets automatiques de la Merchants Bank demanda le flic. Est-ce qu'on ne va pas trouver mon numéro de carte sur la colonne rejetée un bon million de fois? Si c'est pas ça, je vous paye le restaurant. Alors, frangin, qu'est-ce que vous en pensez? Errol Flynn ne savait pas ce qu'il devait en penser, ne savait rien du tout d'ailleurs. Il était pris d'un très, très mauvais pressentiment, une saloperie de mauvais pressentiment. Pendant ce temps, les doigts du flic continuaient à triturer la balle. Le fait qu'il ne s'arrêtait jamais avait quelque chose d'angoissant. Vous vous appelez Ramon Saunders, enchaîna Daniels. Vous avez un casier long comme mon bras, vol, escroquerie, drogue et pute. À peu près tout, sauf les crimes avec violence, agression ou les trucs comme ça. C'est pas trop votre genre, hein? Vous autres, les PD, vous aimez pas tellement prendre des nions, hein? Même ceux qui ressemblent à Schwarzenegger.
Oh, vous ne détestez pas rouler des mécaniques devant les grosses bagnoles stationnées à côté des bars homo, mais si quelqu'un commence à cogner vraiment, vous vous aplatissez comme des limandes, et ça ne traîne pas vrai? Ramon Sanders ne répondit rien. Cela lui semblait de loin l'attitude la plus prudente. Moi, je ne déteste pas cogner, reprit le flic. À coups de poing, comme à coups de pied, j'aime bien mordre aussi. Il s'exprimait d'un ton posé, réfléchi. Il donnait l'impression de regarder le berger allemand et en même temps au-delà. Le chien revenait dans leur direction en trottinant, le frisbee entre les dents. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, gueule d'amour? Ramon persistait à ne rien dire, s'efforçant de garder une expression impassible. À l'intérieur de sa tête, néanmoins, des tas de petites lampes rouges s'étaient mises à clignoter, et un inquiétant picotement se diffusait à travers l'arbre de son système nerveux. Son cœur prenait de la vitesse, comme un train qui quitte la gare et déboule dans la campagne. Il ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs à l'homme au polo rouge, et aimait à chaque fois un peu moins ce qu'il voyait. L'avant-bras droit du flic était maintenant complètement contracté, les veines saillantes, les muscles gonflés comme du pain levé. Daniels ne semblait pas se formaliser de l'absence de réaction de Ramon. Le visage qu'il tournait vers le jeune homme fluet était souriant, ou en donnait l'impression, si l'on ne tenait pas compte des yeux. Des yeux aussi vides et brillants que 2 pièces de 25 cents neuves. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mon petit héros. On peut laisser tomber l'inculpation pour trafic de drogue. Donnez-moi un petit coup de main et vous vous retrouverez libre comme l'air. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il en pensait était qu'il n'avait qu'une envie, continuer à la fermer. Malheureusement, il semblait qu'il n'avait plus le choix. Le flic, cette fois, ne se contentait pas de faire des considérations générales, il attendait une réponse. C'est génial, répondit Ramon, espérant qu'il donnait la bonne. C'est vraiment génial, c'est sympa de me laisser une chance. Qui sait, peut-être que je vous aime bien au fond, Ramon, dit le flic, qui fit alors une chose étonnante, une chose à laquelle Ramon ne se serait jamais attendu de la part d'un ex-para borné au crâne rasé comme ce type. Il laissa tomber la main dans l'entrejambe de son voisin de banc et commença à le caresser là, sous l'œil de Dieu, des enfants qui jouaient et de quiconque viendrait à regarder dans leur direction. Il faisait glisser sa main en un délicat mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, sa paume enrobant le petit morceau de chair qui avait plus ou moins gouverné la vie de Ramon depuis que 2 des potes de son père, que Ramon devait appeler Tonton Bill et Tonton Carlo, l'avaient sucé chacun leur tour depuis qu'il avait 9 ans. Et ce qui arriva après n'avait probablement rien d'extraordinaire, même si cela semblait foutrement bizarre, étant donné les circonstances, il commença à bander. Ouais, c'est possible que je t'aime bien. C'est possible que tu me plaises beaucoup, espèce de sale petit branleur avec ton pantalon brillant et tes chaussures pointues. Hein, pourquoi pas? Le flic continuait son frotti-frotta, auquel il ajoutait de temps en temps une variante, une brusque pression qui faisait octer Ramon. Et t'as de la chance que je t'aime bien, Ramon. Tu peux m'en croire, parce que tu t'es salement fait coincer cette fois. Flagrant délit de trafic de drogue. Mais tu sais ce qui m'embête? Les Sington et Brewster, les 2 flics qui t'ont baisé, n'arrêtaient pas de se marrer ce matin. Ils se foutaient de ta gueule, ce qui est tout à fait normal, mais j'avais aussi l'impression qu'ils se foutaient de la mienne, et ça ne l'est pas du tout. Je n'aime pas que les gens se foutent de ma gueule, et en général je ne le supporte pas. Mais ce matin, il a bien fallu, si bien que cet après-midi, je vais être ton meilleur ami, faire tomber le gros des charges qui pèsent sur toi, alors que pourtant tu avais ma foutue carte de crédit sur toi. Et devines-tu pourquoi? Le frisbee passa encore à leur hauteur, talonné de près par le berger allemand. Cette fois, cependant, c'est à peine si Ramon Sanders le vit. Il était raide comme un piquet sous la main du flic et aussi terrifié qu'une souris entre les griffes d'un chat. La main le serra plus sèchement et Ramon laissa échapper un petit cri rauque. Sa peau couleur café au lait était couverte de sueur et sa moustache avait l'air d'un ver de terre mort après une pluie battante. Alors, tu ne devines pas, Ramon? Non, fit le jeune homme. Eh bien, parce que la femme qui a balancé la carte était ma femme. C'est avant tout à cause de ça que Lessington et Brewster se marraient, si j'ai bien compris. Elle a pris ma carte, elle en a profité pour retirer quelques centaines de dollars, de l'argent que j'ai gagné, moi, et lorsque je revois la foutue carte, elle est entre les mains d'un petit fumier de branleur du nom de Ramon. Pas étonnant qu'il se marrait autant. Oh, je vous en prie, aurait bien voulu dire Ramon. Je vous en prie, ne me faites pas mal. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais ne me faites pas mal. Oui, il aurait bien voulu dire cela, mais il n'arrivait pas à articuler un mot, pas un. Son anus s'était contracté au point qu'on aurait pu à peine y glisser une paille. Le grand flic se pencha vers lui, si près que Ramon sentait l'odeur de cigarette et de whisky qui chargeait son haleine. Maintenant que je t'ai dit mon petit secret, tu vas me dire le tien.
Les caresses s'arrêtèrent, et les doigts puissants vinrent emprisonner les testicules à travers la toile fine du pantalon. On voyait nettement la forme du pénis en érection au-dessus de la main du flic. On aurait dit l'une de ces chauves-souris en plastique qu'on vend dans les boutiques de souvenirs des stades. Ramon sentait toute la force de cette main. « Et t'as intérêt à me confier le bon, Ramon. Tu sais pourquoi ?» La petite frappe secoua la tête, hébétée. Ma parole, on avait dû ouvrir en lui le robinet d'eau chaude parce qu'il fuyait par tous les pores de sa peau. Daniels plaça la main droite, celle qui tenait la balle de tennis, juste sous le nez de Ramon. Puis il referma la main d'un seul coup, méchamment. Il y eut un bruit sec, suivi d'un bref sifflement rauque, lorsque ses doigts crevèrent l'enveloppe fluorescente et laineuse de la balle, qui s'effondra sur elle-même et s'invagina en partie. « Je suis capable d'en faire autant de la gauche, dit le flic. Est-ce que tu me crois ?» Ramon essaya bien de dire oui, il le croyait, mais il n'arrivait toujours pas à parler. Il acquiesça d'un hochement de tête. « Et tu t'en souviendras ?» De nouveau, Ramon acquiesça. « Bon, c'est parfait. Alors, voilà ce que tu vas me dire, Ramon. Je sais que tu n'es qu'un ignoble petit pédé puant qui ne connaît rien aux femmes, en dehors de ta mère, que tu as peut-être baisé jusqu'au trognon dans tes jeunes années, mais s'il le faut, tu te serviras de ton imagination. D'après toi, comment se sent-on lorsqu'on rentre chez soi et qu'on découvre que son épouse, la femme qui t'a promis de t'aimer, de t'honorer et de t'obéir, bordel, s'est tirée avec ta carte de crédit? D'après toi, comment se sent-on quand on se rend compte qu'elle s'en est servie pour se payer des vacances, et qu'ensuite elle n'a rien trouvé de mieux que de la balancer dans une putain de poubelle pour qu'un enfoiré de petite tapette comme toi aille la repêcher? Pas très bien, murmura Ramon. Je parie qu'on se sent pas très bien, mais je vous en prie, ne me faites pas de mal, je vous en prie. Lentement, Daniel se serra jusqu'à ce que les tendons de son poignet fussent tendus comme des cordes de guitare. Une onde de douleur, pesante comme du plomb liquide, roula dans le ventre de Ramon, qui essaya de crier, mais ne réussit qu'à laisser échapper une exhalaison rauque. Pas très bien, lui souffla Daniel au visage. Son haleine était chaude, humide, chargée des miasmes de l'alcool et du tabac. C'est tout ce que tu trouves à dire, pauvre crétin demeuré. Enfin, la réponse n'est pas entièrement fausse. La main desserra son étau, mais seulement d'un cran. Le bas-ventre de Ramon n'était un lac de douleur, mais son pénis restait toujours aussi dur. Il n'avait jamais connu la souffrance, les plaisirs des sadomaso lui étaient totalement incompréhensibles, et il lui fallait supposer que son érection ne continuait que parce que le sang était emprisonné dans sa queue par la main du flic. Il se jura que s'il s'en sortait vivant, il irait tout droit à l'église Saint-Patrick et réciterait 50 Ave Maria. Non, 100. Non, 150. Ils se foutent de ma gueule, là-haut, reprit Daniels, avec un coup de menton en direction de la boîte à flics flambant neuve, de l'autre côté de la rue. Ils s'en payent une bonne tranche, ça oui. Visez-moi un peu ce grand couillon de Norman Daniels, hein? Et savez quoi? Sa femme, elle s'est tirée. Mais elle a pris le temps de nettoyer son compte en banque avant. Le flic émit un grognement inarticulé, le genre de grognement qu'on ne devrait entendre que lors de la visite d'un zoo, et donna un tour de vis de plus aux couilles de Ramon. La douleur était intolérable. Le jeune homme se pencha et vomit entre ses genoux un magma blanchâtre diapré de filaments bruns, sans doute les restes de la quesadilla qu'il avait dû manger à midi. Daniels ne parut rien remarquer. Il contemplait le ciel au-dessus des arbres, perdu dans son propre univers. « Et il faudrait que je les laisse faire la danse du scalp autour de toi pour qu'il y en ait d'autres qui rigolent, pour qu'ils aillent déballer tout ça devant le tribunal après avoir fait marrer tout le commissariat? Oh non, je ne crois pas. » Il se tourna et regarda Ramon dans les yeux. Il sourit. Ce sourire donna envie de hurler au jeune Sanders. « Et voici quelle est la grande question, » enchaîna le flic. « Et si tu me mens, mon petit héros, je t'arrache la peau des couilles et je te la fais bouffer. » Daniels donna encore un tour de vis, et des draperies noires commencèrent à envahir le champ visuel de Ramon. Il les combattit désespérément. Si jamais il tombait dans les pommes, ce flic était capable de le tuer, rien que par dépit. « Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?»« Oui, sanglota Ramon. Oui, je comprends, je comprends. » Alors, tu te trouvais à la gare routière, et tu l'as vu quand elle a acheté la carte dans la poubelle. Tout ça, je le sais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a fait après. Le jeune Sanders en aurait pleuré de soulagement, car alors qu'il n'avait aucune raison objective d'être en mesure de répondre à cette question, il se trouvait justement qu'il le pouvait. Il avait tout d'abord suivi la femme des yeux pour s'assurer qu'elle n'allait pas se retourner, puis 5 minutes plus tard, alors que la carte verte se trouvait déjà depuis un bon moment dans son portefeuille, il l'avait de nouveau aperçue. Difficile de ne pas la remarquer, avec ce foulard qu'elle avait autour de la tête, rouge comme une voiture de pompier toute neuve.
Elle est allée au guichet, s'écria Ramon du fond de l'obscurité qui l'enveloppait de plus en plus. Au guichet. Effort récompensé par un brutal tour de vis de plus. Le jeune homme eut l'impression qu'après lui avoir fait éclater les couilles, on les avait arrosées d'essence et qu'on avait craqué une allumette. Je me doute bien qu'elle est allée au guichet, rétorqua Daniels, moitié riant, moitié criant. Qu'est-ce qu'elle aurait été foutre à Portside, sinon prendre un car pour aller quelque part? Y faire l'étude sociologique des petites ordures dans ton genre? À quel putain de guichet? Voilà ce que je veux savoir. Et à quelle heure, bordel? Et Dieu soit loué, merci Jésus, Marie, Mère de Dieu, il connaissait la réponse à ces deux questions. À la Continental Express, gémit-il, avec l'impression que sa voix montait d'un point situé à des kilomètres de lui. Elle était au guichet de la Continental Express à 10h30, 11h moins le quart. Continental, tu en es sûr? Demanda le flic. Ramon Sanders ne répondit pas. Il s'effondra de côté sur le banc, évanoui, une main pendante, ses doigts minces écartelés. Mis à part deux taches violettes à la hauteur des pommettes, son visage était d'une pâleur mortelle. Un jeune couple passa devant eux, regarda l'homme allongé sur le banc, puis Norman Daniels, qui avait enfin lâché l'entrejambe de Ramon. « Ne vous inquiétez pas, dit Norman, adressant un grand sourire aux jeunes gens. C'est une crise d'épilepsie. Je vais m'occuper de lui, je suis flic. » Ils accélérèrent le pas et ne se retournèrent pas pour regarder. Daniels passa un bras autour des épaules de Ramon, dont l'ossature lui fit l'effet d'être aussi délicate que celle d'ailes d'oiseau. « Réveille-toi, mon petit pédé, dit-il en remettant le jeune homme en position assise. Sa tête oscillait comme une fleur au bout d'une tige brisée. Il se remit aussitôt à glisser avec de petits grognements sourds de gorge. Daniels le redressa à nouveau, et Ramon, cette fois, garda l'équilibre. Le flic resta tranquillement assis, observant le berger allemand qui continuait à courir joyeusement après le frisbee. Il enviait les chiens, il les enviait sincèrement. Ils n'avaient aucune responsabilité, pas besoin de travailler, en tout cas pas dans ce pays, et on les nourrissait. Ils avaient un endroit où dormir au chaud et n'avaient même pas besoin de se soucier du paradis ou de l'enfer, une fois le petit tour terminé. Il avait un jour posé la question au père O'Brien quand il était à Aubréville, et le pasteur lui avait répondu que les animaux n'avaient pas d'âme, que quand ils mouraient, ils retournaient dans le néant comme un feu d'artifice. Certes, le berger allemand avait perdu ses couilles alors qu'il ne devait pas avoir 6 mois, mais en un sens, c'est mieux comme ça, murmura Daniels. Il tapota l'entrejambe de Ramon, où le pénis se dégonflait, tandis qu'enflaient les couilles. Hein? C'est pas vrai, mon mignon? Ramon émit un bruit de gorge profond, le râle d'un homme qui fait un rêve effrayant. Néanmoins, se dit Daniels, il faut faire avec ce qu'on a, et autant s'en trouver content. Il aurait peut-être la chance de se retrouver dans la peau d'un berger allemand dans sa prochaine vie, n'ayant rien d'autre à faire que de courir après un frisbee dans le parc et de passer la tête par la portière de la voiture en revenant à la maison où l'attendrait une assiette bien pleine de croquettes machin. Mais pour l'instant, il était dans la peau d'un homme avec des problèmes d'homme sur les bras. Au moins était-il un homme, pas comme son petit copain sur le banc. Continental Express. Ramon l'avait vu au guichet de la Continental entre 10h30 et 11h moins le quart. Elle n'avait pas dû attendre trop longtemps, elle avait trop peur de lui pour attendre trop longtemps. Il était prêt à parier sa vie là-dessus. Il lui fallait donc rechercher un autocar de la Continental qui avait quitté Portside, disons entre 11 et 13 heures, avec pour destination une grande ville dans laquelle elle avait l'impression qu'elle pourrait se perdre plus facilement. « Mais tu n'y arriveras pas, dit Daniels. Il regarda le berger allemand qui bondissait et attrapait le frisbee en l'air entre ses longues dents blanches. Non, elle n'y arriverait pas. Elle le croyait peut-être, mais elle se trompait. Il allait commencer par travailler pendant les week-ends, surtout avec le téléphone. Bien obligé, des tas de choses se passaient à la boutique, ils étaient sur un gros coup, son gros coup, avec un peu de chance. Mais ce n'était pas un problème. Il serait prêt à accorder toute l'attention voulue à Rose le moment venu, et elle n'allait pas tarder à regretter ce qu'elle avait fait. Oh oui, elle allait le regretter pour le reste de sa vie, une période de temps qui risquait d'être courte, mais qui serait, comment dire, extrêmement intense, acheva-t-il à voix haute. Oui, c'était le mot juste, extrêmement intense. Il se leva et se dirigea d'un pas vif vers le commissariat de police de l'autre côté de la rue, sans même un dernier coup d'œil pour le jeune homme à moitié inconscient qui dodelinait de la tête, assis sur le banc, les mains mollement entrecroisées sur le sexe. Dans l'esprit du détective-inspecteur Norman Daniels, Ramon Sanders avait cessé d'exister. Norman Daniels pensait à sa femme et à toutes les choses qu'elle allait devoir apprendre, à toutes les choses dont ils avaient à discuter ensemble, et ils allaient en parler dès l'instant où ils l'auraient retrouvée.
Parler de toutes sortes de choses, de la pluie et du beau temps, sans compter de ce qui arrivait aux épouses qui promettent amour, honneur et obéissance, et puis qui prennent la poudre d'escampette avec la carte bancaire de leur mari. Et de tout cela, une petite discussion entre quatre yeux. Elle faisait encore un lit, mais cette fois tout allait bien. Ce n'était pas le même lit. Elle était dans une chambre différente, dans une autre ville. Mieux encore, c'était un lit dans lequel elle n'avait pas dormi et ne dormirait jamais. Un mois s'était écoulé depuis qu'elle avait quitté la maison, à plus de 900 kilomètres d'ici, et les choses allaient beaucoup mieux. Le problème le plus sérieux restait ses reins, mais même l'état de son dos s'améliorait, elle en était sûre. Pour l'instant, la douleur qui en irradiait se faisait désagréablement sentir, certes, mais c'était la 18e chambre qu'elle faisait de la journée, et lorsqu'elle avait commencé à travailler au Wheatstone, elle s'était trouvée sur le point de s'évanouir au bout de la 12e, incapable d'aller au-delà de 14, obligée de demander de l'aide à Pamela. En l'espace de 4 semaines, découvrait Rosie, on pouvait considérablement changer d'aspect, en particulier si au cours de ces 4 semaines on n'avait reçu aucun coup dans les reins ou à l'estomac. Pour le moment, néanmoins, elle n'en pouvait plus. Elle alla passer la tête par la porte donnant sur le couloir et regarda dans les deux directions. Elle ne vit rien, sinon quelques plateaux de petit déjeuner, le chariot de Pam, près de la suite Lac Michigan, tout au bout, et son propre chariot, ici, devant la 624. Rosie souleva une pile de linge frais et en sortit une banane, puis alla s'asseoir dans l'un des fauteuils rembourrés de la 624, près de la fenêtre. Elle pela le fruit et commença à le manger lentement, perdue dans la contemplation du lac, qui brillait comme un miroir par cet après-midi de mai calme et pluvieux. Elle avait le cœur et la tête pleins d'une grande émotion toute simple, la gratitude. Elle ne menait certes pas une vie parfaite, en tout cas pas encore, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'elle aurait pu imaginer, ce jour de la mi-avril, lorsqu'elle s'était retrouvée devant le seuil de filles et sœurs, à regarder l'interphone tout neuf et le trou de serrure bouché par du métal. À ce moment-là, elle n'avait rien vu d'autre, comme perspective d'avenir, que les ténèbres et le malheur. Pour l'instant, ses reins lui faisaient mal, ses pieds aussi, et elle se rendait parfaitement compte qu'elle n'avait aucune envie de passer le reste de son existence comme femme de ménage surnuméraire de l'hôtel Wheatstone. Mais la banane était délicieuse et le fauteuil d'un confort merveilleux. Elle n'aurait échangé sa place avec personne. Depuis qu'elle avait quitté Norman, Rosie avait fait connaissance, y prenant un plaisir sans mélange, avec les petites joies de la vie. Lire pendant une demi-heure avant de se coucher, parler avec d'autres femmes des films ou des émissions de télé en faisant la vaisselle, s'octroyer 5 minutes de pause pour s'asseoir et manger une banane. C'était également merveilleux de savoir ce qui allait se passer après, et de se sentir sûr qu'il n'allait pas arriver quelque chose d'inattendu qui la ferait souffrir, de savoir par exemple qu'il ne lui restait que 2 chambres à faire, après quoi Pam et elle n'auraient plus qu'à descendre par l'ascenseur de service et à sortir par la porte de derrière. Avant d'aller prendre le bus, elle faisait maintenant la différence entre les lignes orange, rouge et bleu. Elles iraient probablement boire un café au hot pot. Des choses simples, quoi, des plaisirs simples. Le monde pouvait être agréable. Sans doute avait-elle connu ce sentiment, enfant, mais elle l'avait oublié. Elle l'apprenait de nouveau, et c'était une bien douce leçon. Elle n'avait pas tout ce qu'elle désirait, loin de là, mais en avait suffisamment pour le moment, en particulier parce qu'elle ignorait quelle allait être la suite des événements. Il fallait attendre qu'elle eût quitté filles et sœurs. Elle avait toutefois l'impression qu'il n'y en avait que pour peu de temps, dès qu'une chambre deviendrait vacante sur ce qu'on appelait à filles et sœurs la liste d'Anna. Une ombre s'encadra dans la porte donnant sur le couloir, et avant qu'elle ait pu seulement se demander où cacher la banane, sans parler de se mettre debout, Pam passait la tête par l'entrebâillement. « Attrapé, mon chou » dit-elle, pouffant de rire lorsqu'elle vit Rosie sursauter. « On ne refait jamais ça, Pam. Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. »« Oh, voyons, on ne te mettrait certainement pas à la porte pour une banane, si tu savais ce qui se passe ici, des fois. Alors, qu'est-ce qui te reste, la 20 et la 22 ?»« Oui, » répondit Rosie. « Est-ce que tu veux un coup de main » demanda Pam. « Oh, ne te crois pas obligé de... »« Oh, ça m'est égal, » répondit Pam. « Vraiment, à toutes les deux, on peut les terminer en un quart d'heure. Qu'est-ce que tu en dis ?»« J'en dis que je suis d'accord, » avoua Rosie avec gratitude. « Et que c'est moi qui paierai le café du hot pot ensuite. Plus une part de tarte, si le cœur t'en dit. » Pam sourit. « Oh, s'ils ont encore de la crème au chocolat, le cœur m'en dira certainement, crois-moi. » De bonnes journées, 4 semaines de bonnes journées, en somme. Ce soir-là, étendu sur son lit de camp, les mains croisées derrière la tête, les yeux perdus dans l'obscurité et écoutant la femme arrivée la veille qui sanglotait doucement à 2 ou 3 lits d'elle, Rosie se dit que ces journées étaient bonnes, avant tout, pour une raison négative.
Norman n'y figurait pas. Elle sentait cependant qu'il faudrait bientôt davantage que son absence pour la satisfaire pleinement. Mais pas tout de suite, pourtant, pensa-t-elle en fermant les yeux. Pour l'instant, ce que j'ai est déjà énorme. Ces journées tranquilles où je travaille, mange, dors, sans Norman Daniels dans les parages. Elle commença à s'enfoncer dans le sommeil, largua les amarres de sa conscience, et dans sa tête entendit Carole King chanter la berceuse sur laquelle elle s'endormait la plupart du temps. Je suis la vraie Rosie, je suis Rosie la vraie. Mieux vaut me croire, je suis une sacrée bonne affaire. Puis ce furent les ténèbres, et une nuit de plus. Elles étaient de plus en plus fréquentes, sans mauvais rêves.